Daniel est ici présent avec une installation pour le jeune public qui s'appelle Flow 612 et il était présent aussi en résidence pour sa prochaine création. Georges est présent ici pour une pièce qui s'appelle Vers un protocole de conversation avec les danseurs qui sont présents aussi parmi nous. Voilà. On va profiter donc de cette occasion, mais plutôt pour parler de manière plus, disons, informelle, voilà, sur des questions qui relèvent de la danse et de leur parcours, puisqu'ils ont commencé à peu près dans les mêmes années et décliné un certain nombre de pièces. Et donc Joël m'a communiqué aussi les dates de vos présences avec... Vous avez pratiquement le même nombre de pièces qui sont passées à Pôle Sud depuis les débuts, qui tournent autour des années 90, les débuts de la maison. Vous êtes revenus régulièrement ici avec différentes pièces. Et donc, une partie donc, du public aura eu l'occasion de connaître aussi votre travail. On a donc commencé comme ça, et alors, je laisserai à Daniel Arieux le soin de présenter ces pièces à sa façon. Et je vais attraper le multiple projet de Daniel Arieux qui, de 82 à aujourd'hui, a fait nombre de commandes pour l'opéra, nombre de projets avec d'autres artistes, pour d'autres artistes chorégraphes, mais aussi qui est interprète au théâtre. Il est d'ailleurs en préparation d'une prochaine création. Et donc, Daniel a voilà, ce travail de créateur multiple. Il a aussi été en Géorgie, fait des spectacles un peu, je me souviens de petits spectacles miniatures, de projets de formes très courtes et de grandes pièces, comme avec le réseau des Briatze, dont tu avais fait. Tu as travaillé aussi sur la chanson. Donc, c'est un immense parcours qui prend des pages et des pages et qui renvoie aussi à son travail, le livre qu'il a repris autour de ses mémoires. Voilà. Donc ça c'est juste pour donner un petit contexte à partir de quoi on va discuter, parce qu'on aura l'occasion aussi de reprendre un peu des enjeux et des façons de faire de la danse dans le courant des années 80, là où ont été réalisés au début, jusqu'à aujourd'hui, et comment cette durée a fait évoluer la pensée et le travail. Donc je vais laisser à Daniel le soin de présenter le travail de Georges. Attendez, il faut la sucer. Pardon, excuse-moi. Alors, bonsoir à tout le monde. Ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'en fait, on ne se connaît pas tant que ça avec Georges, même si... c'est toi? C'est moi qui le présente. Et c'est drôle comme des fois la proximité géographique, parce qu'on a commencé vraiment dans la même ville, Aix-en-Provence, à peu près effectivement dans les mêmes années, mais on s'est vu régulièrement. Je ne sais pas comment raconter ça, comme ça, dans des périodes très précises, et puis on a travaillé ensemble aussi à des endroits précis, et je ne saurais pas raconter tant que ça le travail de Georges. Enfin, je ne saurais pas poser en tout cas un regard esthétique, comme on fait aujourd'hui, sur la démarche qui pourrait rendre la singularité de son écriture présente. Je ne saurais pas dire. Par contre, je savais, et puis c'est une entrée, et Irène nous permet ça, j'avais entendu raconter une histoire sur la manière de nommer les pièces par année de production, en tout cas de respecter un ordre alphabétique, c'est-à-dire de respecter une forme de parcours dans le temps dont les pièces auraient des titres qui correspondraient à des époques. Et bon, ça on en parlera après, on a ça en commun, je te raconterai après pourquoi. Et évidemment, Irène m'a donné une liste, mais que j'ai tout de suite recoupé avec Wikipédia. Et là, on n'est plus du tout d'accord. Parce que, en fait, et c'est ma question pour Georges, c'est qu'il y a effectivement une forme alphabétique pour mémoriser l'ensemble des pièces, mais il y a aussi des dérives tout le temps, donc c'est un peu plus rhizomique que prévu. En tout cas, de mon point de vue. Et moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est que puisque nous voilà en plein théâtre, j'ai compté les pieds des pièces. Parce qu'après tout... Peut-être dire quand même pour les gens qui ne savent pas que c'est les titres des pièces de Georges depuis toutes ces années se déclinent ou se disent décliner selon un abécédaire. Donc chaque lettre
voilà, dans l'ordre de l'alphabet, Oui. hein, chaque titre. Donc là, on est vers un protocole, mais on a commencé avec... On a commencé avec Antiquité. Voilà. Voilà, alors moi, selon ma méthode, Antiquité, c'est 4, Antiquité. Et on ne retrouve pas souvent 4, on retrouve gauche-droite avec 4. On retrouve je ne sais quoi avec 4. Là, c'est encore une fois le nombre de pieds. M encore, c'est 4. Non seulement c'est 4. Et sur la valse, c'est 4. Et du coup, il y a une lecture que moi je propose qui est de compter le nombre de pieds par titre, qui classerait autrement la famille des titres de pièces. Et peut-être qu'il y a des rapports aussi qui sont des rapports plus secrets contenus dans cette liste par rapport à la notion d'alphabet. Et je complète et je te passe la barre après pour conduire le bateau. C'est que, comme moi j'ai une mémoire d'oiseau, ce n'est qu'à partir de Tours, quand j'ai été directeur CCN, que j'ai compté les pièces en fonction du nombre d'années où j'étais là-bas. Donc par exemple, feutre, je compte A, B, C, D, E, F. Je sais que c'est 6 ans. Donc quand je suis arrivé à Tours en 94, je compte 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Je sais me repérer dans le temps grâce au titre et juste à la première lettre qui me fait penser à l'année où... Voilà. Et il y avait aussi des histoires avec le nombre de gens au plateau qui correspondaient aussi à ça. La parole à Georges Apex. Oui, comment dire? Alphabet. En fait, c'est un hasard. J'ai commencé à faire des pièces et donc il a fallu leur donner des titres. Et puis la première s'appelait Antiquité, la seconde s'appelait L'arrière-salle et la troisième s'appelait Affabulation. Et puis entre-temps, il y en avait une qui s'appelait Agathe. Et un jour, je me suis dit, tiens, c'est curieux, il faudrait peut-être quand même essayer d'avancer un peu. Comme ça, se bafouiller sur la lettre A, ça ne peut pas durer éternellement. Donc on va passer à la lettre B, et ça a donné un spectacle qui s'appelait Basta. Et puis après, j'ai continué à jouer, j'ai essayé de suivre le jeu, avec comme l'a dit Daniel, des entorses, des bégaiements, des fautes d'orthographe, pour suivre l'alphabet. Quatuor, par exemple, s'écrit avec un K parce que j'en étais à la lettre K, et bon, je me suis permis une faute d'orthographe. Mais en fait, ce jeu s'est avéré pour moi assez intéressant, parce que d'une part, les titres, c'est important. Je pense qu'un titre, pas seulement pour une question de communication, mais un titre, ça dit des choses évidemment sur le travail. Et puis moi, parfois, les titres que j'ai choisis à cause de la contrainte alphabétique se sont mis à me raconter des choses sur le travail que je faisais, et des choses que je n'avais pas forcément perçues. Tu les choisis avant? Oui, bah, je me dis, tiens, le prochain projet, ça va être la lettre M, qu'est-ce que ça va être, voilà. Et je cherche un titre, je prends le dictionnaire. Et puis, parfois, tout d'un coup, il y a un titre qui me plaît beaucoup et qui me paraît avoir un rapport avec le travail qu'on fait. Donc, je me dis, tiens, ça serait pas mal, ça. Et puis ça se met à colorer le travail, à influer sur le travail aussi. Donc, c'est une espèce d'aller-retour. Moi, j'ai pris goût à ce jeu. Et toi, par rapport à Daniel, Daniel disait qu'il connaissait pas, il ne saurait pas dire sur le travail. Parce que moi, je sais un certain nombre de choses que vous avez, malgré tout, en commun, en étant très différents. Donc, oui, moi, je peux dire des choses sur Daniel. J'aime beaucoup ce que vous faites. Non, comment dire, c'est d'autant plus pas facile, mais disons que c'est tellement différent. À mes yeux, c'est tellement différent de ce que je fais que c'est peut-être plus facile d'avoir la liberté d'en parler. Pour moi, c'est quelqu'un qui écrit de la danse, entre autres choses, et c'est pas rien, surtout à mes yeux. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui écrit du mouvement, ou très peu, et donc j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt et d'admiration pour cette écriture. Celle de Daniel, celle de certains autres chorégraphes, comme Dominique Bagoué, dont on parlait hier soir. Donc des gens qui sont extrêmement loin de moi, mais
l'écriture de la danse m'a touché. Et donc, quand j'ai vu les premières pièces de Daniel, puisqu'en effet, on était dans les mêmes soirées, de pièces courtes, etc., ou alors, bon, voilà, je voyais ces spectacles, j'étais toujours fasciné par oui, c'est ça, par cette espèce de liberté technique, mais aussi, c'est pas seulement la technique, c'est la liberté d'écrire dans l'espace et dans le rythme. Et une espèce de fluidité du corps et une espèce d'élégance aussi dans la manière de faire bouger les corps. Oui. Je peux répondre directement. Et comme, puisque tu dis que ça t'est éloigné, moi je sais que ça l'est pas, mais ça c'est ma vision, mais je pense qu'il y a quelque chose de très commun quand même, j'ai vu quand même quelques pièces de toi, c'est cette histoire sur la musicalité. Parce que, contrairement à ce que tu dis, moi je ne lis pas la musique, je sais pas, je suis pas du tout, je peux être musical quand je fais de la danse, mais je ne sais pas lire la musique, je ne sais pas compter la musique, ce qui est un véritable enfer pour les gens qui travaillent avec moi. Et alors, en général, je m'associe toujours avec des gens qui savent faire ça à ma place. Et ça, c'est quand même un endroit de toi qui est très clair. Enfin, moi, quand j'entends par exemple Basta, j'entends la musicalité, j'entends un rapport rythmique, et s'il y a un rapport rythmique, pour moi il y a construction. Il y a écriture. Donc j'aimerais bien que tu dises par défaut, puisque tu dis que tu vois son fascination pour l'écriture dans l'écriture de la danse, comment tu pourrais définir toi l'endroit qui te mène? Tu me débrouilles bien pour rien dire. Hein. C'est impeccable. Oui, bah, moi j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire je me suis appuyé sur ce que je pensais maîtriser un peu mieux et ce qui m'était plus proche. Donc en effet, le rythme ou la musique, c'est peut-être quelque chose qui est plus familier pour moi. La danse, pour moi, c'était une découverte très tardive. Donc par exemple, j'avais pas un corps préparé à la danse, j'étais plutôt sportif et voilà. Donc je me suis appuyé sur cette espèce de relative facilité avec le rythme pour faire partir la danse du rythme. Mais après ça, je me suis surtout appuyé sur les danseurs, c'est-à-dire j'ai surtout cherché à voir chez les danseurs le mouvement que j'avais envie de voir apparaître. C'est-à-dire j'ai cherché, d'autant plus que j'avais envie d'une différence. Toi, je pense que quand on voit une danse, on dit tiens, ça pourrait très bien être de la rue. Voilà. On voit des gens bouger, on dit ah, il y a quelque chose qui me fait penser à Daniel Larue. Moi, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire j'ai saisi des manières de danser, enfin surtout au fil des années. Hein. Au début, bon, on a l'impression qu'il faut tout faire et qu'on peut tout faire. Et donc au début, j'ai essayé d'écrire de la danse. Et puis, par exemple, Antiquité, c'était une danse très rythmique, très marchée aussi. Hein. Mais j'ai essayé. Mais par la suite, je me suis appuyé de plus en plus sur les danseurs et aussi sur leur manière spécifique de danser en tant qu'individu. On parle du mouvement dansé, on évoquait hier votre conception, le mouvement, entre les différences que vous faisiez ou les définitions que vous pouviez donner à des termes comme le geste et le mouvement. Et si on peut essayer de revenir sur cette terminologie et la façon différente que vous aviez d'envisager ces mots. J'ai fait de la médiation, donc c'est pas de souci. On a parlé hier soir, moi je disais que je préfère parler de mouvement quand on en a marre de dire danse, ou quand la danse, ça évoque trop de présupposés, d'images, comme ça, d'imagerie. J'aime bien parler de mouvement. Le geste, pour moi, c'est quelque chose de plus... D'abord, pour moi, le mouvement, ça me fait penser au déplacement, c'est-à-dire... S'il y a un mouvement, il y a presque forcément de déplacement, pour moi.
Alors que le geste, c'est plutôt, on peut être dans le geste et rester vraiment sur son camp à soi, c'est-à-dire son centre de gravité toujours au même endroit, et puis ça peut aller très loin avec le geste. Et je suis plus intéressé par le mouvement, je suis plus intéressé par des choses qui déplacent le corps dans l'espace. Et bon, c'est peut-être une utilisation des mots un peu... Oui, alors là, pour le coup, je vais essayer de préciser. Parce que dans ce que tu dis, j'entends un mouvement qui serait dégraissé de son romantisme. J'entends quelque chose qui serait en tout cas pas seulement lié à un état d'âme, ou quelque chose qui serait trop là-haut. Il faut que ce soit concret pour toi, il faut que ce soit... pour moi, la notion de geste, c'est ce qui nous sépare d'un quotidien. C'est que vous êtes tous là, et on pourrait vous faire une choré avec toutes vos postures là. Dès lors où je vous rends conscient de votre posture, on commence à toucher le geste. Ça, c'est mon approche. C'est-à-dire, dès lors où on arrive à faire prendre conscience aux gens de leur manière d'être posturés. Ça veut dire que pour moi, tu parlais de petits mouvements, par exemple, pour moi, ça n'existe pas. C'est très intéressant de parler de ça. Si je suis avec un peu d'expérience, comme ça, que je porte, si je fais juste un tout petit mouvement de main, en fait, moi, ma pensée, elle est vraiment dans mon bassin, dans mes appuis et dans les pieds. C'est vraiment Bob Wilson, j'aurais dû faire assistant pour lui, j'aurais fait très bien. On peut faire du Bob Wilson en 2-2. C'est-à-dire, je ne lève pas mon bras, en fait, je m'appuie dans mon contact avec le sol pour que mon bras se lève sans. Alors que moi, ma pensée, elle est là. Elle n'est pas du tout là. Donc, je vous amène là, et moi, je pense en bas. Donc, c'est des ruses. Et évidemment, du coup, je peux essayer de raconter cette histoire de Nijinsky, là, de Genet. Bon, c'est vrai que ma vie est une véritable dérive, j'assume complètement. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, dans ma vie, avoir eu l'occasion de pouvoir franchir des seuils, je ne sais pas, d'aller dans d'autres matières, dans d'autres arts, parce que je trouve ça terriblement vertigineux. Alors, autant être... je ne dis pas que je fais ça bien, hein, je dis juste que je trouve c'est tentant dans sa vie de faire plein de choses différentes. Et donc je me retrouve un jour avec quelqu'un qui me propose de jouer Notre-Dame-des-Fleurs, un roman de Genet. Je n'avais jamais fait de théâtre. Elle me dit oui, je veux que tu sois tout seul au plateau. Je dis ok. Je dis qu'elle est folle un peu, mais bon, je fais. Et dans Genet, il y a une description extrêmement fine que je me suis permis de noter parce que de mémoire je ne le ferai pas. Où donc c'est, est-ce que tout le monde se rappelle de l'histoire tragique de Divine? Bon, en gros, elle a un peu changé de sexe et elle est un peu travailleur du sexe à Pigalle. Et donc elle bosse, et puis on rappelle son enfance, quand elle était un petit garçon, qu'elle aimait danser. Déjà, ça m'a fait beaucoup rire cette histoire-là. Et ça, c'est la description que Genet fait de Divine, qui découvre la danse en lisant un article de journal. Parce qu'elle voit, dans un journal, une photo d'une jeune danseuse, et elle voit le nom de Nijinsky. Et alors, la description que Genet en fait est absolument prodigieuse. Moi, je trouve ça très beau. Par l'allure du mot Nijinsky, donc là, il parle des lettres qui constituent le mot de Nijinsky, son nom, la montée de la N, la descente de la boucle du J, le saut du K et la chute de l'Y, forme graphique d'un nom qui semble vouloir dessiner l'élan avec ses retombées et rebondissements sur le plancher du danseur qui ne sait sur quel pied se poser. Il devina la légèreté de l'artiste comme il saura un jour que Verlaine peut être que le nom de poète-musicien. Moi, je me dis, Genet décrivant, juste à partir des lettres de Nijinsky, un parcours d'écriture, là, pour le coup, parce qu'on se met tous à écrire Nijinsky, on fait des lettres dans l'espace avec toutes les parties de son corps, on est absolument dans la danse. Pour moi, c'était vertigineux de découvrir cet auteur parlant du rapport d'écriture de la danse qu'on trouvera chez Backway, qu'on trouvera chez plein d'autres gens, qui se sert des lettres. Je pense à Forsyth, je pense... j'ai rarement l'occasion de raconter ça, mais est-ce que tout le monde se rappelle de cette pièce de Forsyth qui s'appelle Something Elevated? Je ne sais pas, c'est Sylvie Guilaine qui ouvre la pièce, et elle est debout. Ça vous dit rien du tout? Alors, elle est comme ça, elle est en première position, et elle commence avec un bizarre truc dans l'épaule droite, gauche, je ne sais plus droite ou gauche. Et moi, je regarde, je me dis, mais c'est quoi qu'elle fait avec son épaule? Et je sais que Forsyth travaille très vite. Et je regarde et je me dis, évidemment, elle écrit Sylvie avec son épaule. C'était tout.
Voilà, c'était une aparté sur la manière d'aborder la langue, parce que c'est aussi une chose qu'on a très en commun, de construire à travers des mots, mais on s'en sert de manière très différente tous les deux, une sorte de musicalité qui va passer par la langue et par le signe, alors que toi tu l'utiliseras peut-être de manière complètement différente. C'est intéressant, non? Ça pique, là. Oui, ben, je sais pas, je pense que je peux rajouter à ça, c'est vrai. Mais tu fais comment, toi? Ben, je fais jamais pareil. On a joué, avant ce spectacle, on est venu à Pôle Sud jouer un spectacle qui s'appelait Univers public, qui était un spectacle sur l'écriture et les écritures, les typographies, les alphabets, donc où on s'amusait, on s'amusait à dessiner des lettres dans l'espace, à essayer d'inventer des danses par analogie avec l'écriture. Ouais. Mais il y a des tas d'endroits, il y a des tas de niveaux où on peut se placer entre le mimétisme, entre dessiner une lettre. Et c'est partitionnel ou pas chez toi? Oui, ça peut l'être. Ouais. Ça peut l'être, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Ou ça peut être improvisé, mais ça peut être un rapport très direct comme ça, c'est-à-dire je dessine une lettre avec mon corps, ou bien ça peut être j'écoute quelques phrases d'une interview de Marguerite Duras et j'essaie de danser sur ces mots comme si c'était une musique. Ce qui est un rapport beaucoup plus distendu, mais néanmoins qui est un rapport aux mots, au verbe. Alors ça peut être un rapport musical, ça peut être un rapport lexical, visuel. Bon, c'est vrai que nous, au fil des années, nous, avec les danseurs, je veux dire, on a essayé de voir tout ce qui pouvait se passer, tous les rapports qu'on pouvait essayer de créer, de cultiver entre le mouvement, le geste, et le verbe, et la musique, et voilà, ces choses-là. Dans le spectacle qu'on va jouer là, c'est très très différent. De plus en plus, je m'intéresse au métier que je fais. C'est-à-dire, je me suis toujours intéressé, mais disons, de plus en plus, les pièces sont comme un regard sur un effet de mise en abîme, je sais pas. C'est-à-dire regarder ce qu'on fait, essayer de comprendre ce qu'on fait, expliquer. Là, je dois dire que le rapport entre les mots et la danse est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, voilà, on dit il y a quelqu'un qui danse, Mélanie en l'occurrence, et il y a quelqu'un qui parle, Alessandro, et il regarde ce qui est devant lui, il regarde ce corps qui danse, et il ne sait pas ce que c'est, et il est curieux et intéressé par ce qu'il voit, et quels sont les mots, quelles sont les questions qui viennent. Voilà, qu'est-ce que ça appelle comme question de regarder un corps qui danse. Voilà. Donc d'un coup, c'est un rapport beaucoup plus anecdotique, on pourrait dire. Pourquoi? Parce que c'est une histoire, voilà, c'est l'histoire de deux personnes qui, même si ça met en jeu, ce que ça peut être la danse, ce que ça peut être le verbe, mais c'est quand même une histoire, voilà, qui se noue entre deux personnes. Oui, mais je pense que ça établit un tiers aussi avec le public. Enfin, le nombre de fois où on nous dit aujourd'hui je ne comprends pas ce que vous faites. Et moi je leur dis jamais essayé de vous faire comprendre quoi que ce soit. Enfin, il faut soulager un peu le public. Il faut leur permettre de vivre ce qu'ils ont envie de vivre. On ne va pas leur imposer en plus. Il y a tellement de choses imposées. Là, ce que tu racontes sur l'idée d'un tiers qui raconte une chose que toi tu peux voir en même temps, c'est-à-dire que du coup tu crées un espace triangulaire entre moi qui suis spectateur, qui peut écouter une version de ce que je vois tout en ayant moi-même la capacité de regarder et d'entendre. Enfin, je dis ça parce que moi qui ai travaillé par rapport au théâtre, qui est un truc complètement dément, par rapport à la parole actée, et là je ne parle pas du danseur, je parle de l'acteur. La parole de l'acteur, en fait, elle vient résonner à un endroit qui n'est pas du tout le même hémisphère que la parole du danseur, le geste du danseur. C'est deux hémisphères qui n'ont rien à voir. Si jamais on commence à se taire et qu'on commence à bouger,
forcément on n'est pas au même endroit. Et je trouve que le jeu d'avoir en permanence une conjugaison, parce que je ne sais pas comment dire autrement, entre un corps dansant et un corps parlant, ça crée un trouble qui est très très intéressant de mon point de vue, parce que les sens sont un peu allumés par ce chemin qu'on doit faire permanent entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. C'est-à-dire au fond les deux signaux les plus forts qui sont d'abord l'écoute et après le regard. On ne peut pas fermer les oreilles, comme on dit. Les yeux, on peut fermer. Non, mais je dis que c'est anecdotique un peu par provocation, mais en même temps, ce que tu disais par rapport au public, le travail, pour moi, c'est de mettre sur le plateau des choses qui sont suffisamment ouvertes, c'est-à-dire qui n'imposent pas, qui ne disent pas ce qui est à voir, ou ce qui est à entendre, ou ce qui est à comprendre, qui proposent des choses qui soient suffisamment ouvertes pour que chacun fasse son chemin dans ces choses. Mais ce que tu dis sur les hémisphères, ça fait très longtemps que j'aimerais travailler avec un neurologue, ou quelque chose comme ça qui nous branche un peu. Non, mais qui mettrait des mots sur tout ce qu'on travaille, sur tout ce qu'on essaie de travailler, parce qu'on a fait beaucoup d'expériences au fil des années avec les danseurs, comme toi tu as dû en faire, sur ce que c'est que de danser et ce que c'est que de parler. Et en effet, nous on a essayé beaucoup de parler en dansant, ou de danser en parlant, mais de faire les deux choses en même temps. C'est extrêmement compliqué parce que en effet, comment ça part du cerveau, comment on met de la concentration sur ce qu'on est en train de faire, c'est très compliqué. Si tu as un danseur tu lui demandes d'improviser, de danser, tout d'un coup il va se passer des choses éventuellement formidables, et puis en même temps tu vas dire ce texte. Et tu vas chercher un rapport entre les deux, de rythme. Et tout d'un coup, la première chose que tu vas voir, c'est que la danse va perdre de son acuité, de son engagement. Et puis il va y avoir quelque chose qui apparaît de clair, de dense dans les mots. Et puis après, hop, peut-être la personne va s'apercevoir de ce qui se passe, elle va rééquilibrer, c'est-à-dire elle va remettre de la qualité sur la danse, et puis hop, ce qui se dit, ça va devenir moins. Voilà. C'est très compliqué il me semble que c'est très compliqué d'être sur les deux plans, et je suppose que ça vient de ce que tu dis, c'est-à-dire que le cerveau, c'est pas le même endroit qui travaille. Je suppose. Donc me voilà en train de faire l'acteur il y a quelques années avec le Genet. Donc les gens étaient comme ça devant moi, là, très très près, une toute petite boîte, et tout à coup je vois la moitié des gens les yeux fermés. J'étais hyper vexé, moi. On était agité pendant des heures à essayer de trouver des gestes qui allaient avec les machins, tout ça. Et les gens, pour écouter cette langue qui est sacrément tordue, les gens, ils avaient les yeux fermés, parce que c'est une langue qui est un flot continu d'une parole qui s'enroule sur elle-même et tout ça. Et je comprenais bien. Mais tout à coup, j'ai réalisé qu'on était à un endroit du plateau qui n'était pas celui que j'avais l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'il fallait que j'accepte que des gens piquent du nez, ça m'est égal. Alors, souvent, on a l'image des politiques qui piquent du nez dans nos spectacles quand ils viennent. On aime tellement ça qu'ils se reposent un peu. Mais il y a une sensation très particulière de l'acteur qui n'est pas du tout la même que la sensation du danseur. Et c'est vrai que ce que tu dis est vrai quand tu demandes à des danseurs de prendre des mots en charge, et c'est vrai aussi quand tu demandes aussi à des acteurs de prendre du geste en charge. Parce que ça les trouble d'une manière encore plus... de la même manière, je dirais, on a des spécialités de réflexes. Et simplement, il faut que ça demande un énorme travail d'ouverture de porte et de laisser le truc se faire tout seul. Surtout si on veut que ça complexifie un peu les choses, parce que si tu dis allez, sortez, bon, voilà, c'est pas compliqué. Si tu mets ce geste-là sur allez, sortez, il n'y a pas de problème. Mais
si tu dis allez sortez et que tu veux faire autre chose. Et que tu veux introduire un peu de dissociation, un peu de complexité dans ça, alors là, le cerveau commence à... C'est un travail de batteur, c'est-à-dire, voilà, un batteur va faire un 3 temps avec la main, un 4 temps avec le pied, il peut le faire, mais c'est un travail, très, très compliqué, voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé travailler le texte avec des danseurs parce que, justement, ça nous mettait à l'abri il me semble que ça nous mettait à l'abri de certaines choses que je ne voulais pas, dans lesquelles je ne voulais pas aller dans le théâtre, c'est-à-dire les personnages, ou la psychologie, ou des choses comme ça. Donc finalement, c'est plus un travail sur les mots que sur la psychologie, ou sur les histoires, ou sur la narration. Même si, en l'occurrence, il y a une certaine... La pièce qu'on présente, il y a un début, il y a une fin, il y a une évolution dans le rapport du texte. Et ça, c'est encore un vaste sujet, la narration au théâtre aujourd'hui. Je pense que ça fait longtemps qu'ils ont fait péter la banque de ça. Je voudrais juste rajouter une couche, parce que c'est très difficile. Hein. Voilà. Non, c'est que vous travaillez aussi d'une manière très différente quand toi tu fais des spectacles avec des chansons, ou quand toi tu travailles avec la voix et le chant. Est-ce que c'est encore un statut différent avec le rapport du texte au corps, au chant et les différents statuts que ça peut prendre? Là, c'est encore autre chose. C'est compliqué. Moi, je pense que c'était tout naturel, dans la mesure où on travaillait sur les mots, et puis que j'avais des préoccupations musicales, que j'avais envie de mettre de la musique dans ce qu'on faisait, d'une manière ou d'une autre. Ça mène inévitablement à quelque chose qui est la chanson, qui ressemble. Donc j'ai fait des choses assez particulières avec la chanson, c'est-à-dire où les danseurs chantaient, mais c'était plutôt, je ne sais pas comment on peut dire, un peu du stretch des ans, des choses comme ça, comme des expériences qu'il y a pu avoir en opéra. Ou alors j'ai fait un spectacle carrément dans lequel je chantais des chansons, de manière très comment on peut dire, traditionnelle. Mais ça me paraît inévitable c'est-à-dire la chanson, pour moi, c'est vraiment un très bel endroit, parce que c'est la musique et la poésie. Bon, voilà, on ne peut pas comment aller mieux. Donc, forcément, on en vient à un moment donné à ça. Ce qui est un peu difficile, c'est de sortir du cadre un peu strict de la chanson. Par exemple, j'aime beaucoup le travail qu'a pu faire Pascal Houpin avec ça, mais moi aussi. C'est-à-dire avec le... Oui, mais je pense que c'était... Enfin, je te dirai après. Parce que c'est pas enfin, alors là, on raconte tout un autre volet avec Pascal Houpin, qui, avec aussi Dominique Boivin, enfin, toute une série comme ça, avoir fait des chansons de gestes, on appelle des chansons de gestes, donc à signer, mais là on ne chante pas, donc on fait simplement du signe sur les mots. Effectivement, c'est très haut du corps pour la plupart des choses, et c'est du mot à mot, et c'est aussi des rébus la plupart du temps. Donc il y a des jeux de mots qui font des signes. Il y a un exemple qui est très clair, c'est dans le petit bal qui m'appelait, ou qui s'appelait dans la chanson de Bourvil, qui s'appelait, c'est s'appelle, il fait froid, qui s'appelait, c'était le téléphone, et qui s'appelait, c'était le verre de lait. Voilà, c'était les trois trucs possibles. Donc c'est comme des blagues gestuelles. Là où ça s'est corsé pour moi, c'est quand j'ai chanté avec Jérôme Marin des vraies chansons. Donc le garçon que vous pouvez voir chez Madame Arthur maintenant tous les week-ends me dit, on va chanter des chansons racistes et homophobes. Et je veux que ça danse. Je dis, je viens. Moi, je ne joue pas, tu vois. Et donc, parce que moi, j'avais jamais chanté non plus. Et ça tombait bien parce que je voulais arrêter de fumer. Donc, me voilà en train de chanter. Et là, je découvre le live avec le pianiste incroyable, le vertige que c'est de chanter et de danser en même temps. Donc là, je me prends pour Dalida. Et ça, c'est encore un autre vertige parce que tu ne peux pas te planter.
Parce que le mec, il est comme ça, boum, c'est à toi. Tu peux pas faire autrement. Et là, gros stress quand même. Donc on a fait par exemple la reprise des Barbus, qui est une reprise du Boléro de Ravel. Le parti d'en rire. Ça vous dit quelque chose, c'est les élections. Ça vous dit rien? C'est Francis Blanche. Oui, Pierre Dac. Oui, notre parti d'en rire, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti, notre parti d'en rire, oui. Et le garçon avec qui on travaille ça veut des jambes avec, il veut que ça danse. Donc voilà. Et là, exemple fatal de le chœur avec quelqu'un qui fait solo, on est 3. Et ben, dès que tu fais ton solo, les autres ils font que les chœurs, ils montent le volume à fond parce qu'ils n'ont plus aucune difficulté, ils te smatchent en 2-2, et toi tu tiens la ligne, nous avons pris le parti. C'est une expérience raidissime absolue, mais je souhaite à tout le monde, une fois dans sa vie, de faire ce truc-là, parce que c'est dissocier complètement, chanter live, avec ton micro à chef comme ça, que tu te demandes comment ça tient, et que tu ne sais pas si tu vas partir sur la bonne note, avec le truc, ton autre hémisphère qui fait des droites, des machins, de trucs et de ça, etc. Tout ça dans la plus grande fantaisie. C'est quand même aussi un truc assez spécial. Et je pense que ça n'a rien à voir avec quoi on est en train de faire avec la chanson qui passe. C'est autre chose. Parce que c'est pas le même confort. C'est deux choses différentes. Où tu fais le danseur, où tu fais le chanteur. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à faire tout en même temps, parce que c'est quand même un truc de dingue, quoi. Il faudrait faire peut-être qu'on ait des laboratoires d'expériences croisées pour que ça soit plus régulier. Parce qu'on finit par y arriver, hein. Bon, pas tous les jours, pour ma part. Mais c'est très enrichissant, c'est très drôle à faire. C'est assez réjouissant. Donc, il y a les expériences de Jacques Denis qui sont quand même pas mal. Ouais, mais c'est du cinéma. Bah oui, mais il y a quand même. Oui, il y a du boulot, mais je veux dire, tu peux refaire ta prise. Voilà, c'est ça. Là, t'as pas le choix. Pardon? C'est pas du direct, tu veux dire? Ah, c'est l'histoire de partager avec des gens aussi, parce que c'est ça l'histoire. Hein. Toi, tu es dans ton truc, et puis tu sens que quelqu'un est en train d'éternuer au mauvais moment, tu vois, où les gens tapent dans leurs mains. Ça, c'était drôle aussi. Alors, le mec, il me dit, tu chantes une chanson raciste, donc il faut quand même que tu leur fasses croire, parce qu'il est drôle. Hein. Donc, c'était l'idée d'entraîner les gens. Alors, moi, je les entraîne. Une chanson dégueulasse sur... c'est Fernandel, on dit qu'il en est. Une chanson dégueu des années 50, qui faisait beaucoup rire ma mère. Sur les BD, la bicyclette, tout ça, bref. Et Jérôme me demande de faire taper dans les mains les gens. Parce qu'ils ne savent pas la chute de l'histoire, du coup, donc profitez. Et voilà. Et les gens, sauf qu'ils accélèrent les couillons. Parce que tu vois le coton Jérôme peut le faire, mais moi je peux le faire parce que j'étais interprète. Là aussi, c'est très intéressant. C'est quand tu passes dans le statut d'interprète, il y a quelque chose de très drôle d'être au service de quelqu'un d'autre. Et moi, ça m'a beaucoup plu dans ces dernières années. Donc j'admets la décroissance absolue. C'est que de repasser dans le statut d'interprétation, pour d'autres gens, tu vas retravailler tout. Enfin, je pense à Thomas Legrand avec qui j'ai bossé, ou Jérôme, enfin plein de choses là dans ces dernières années, où je me dis, c'est drôle quand même, on propose à des gens de faire des trucs des fois, mais il faut réfléchir un peu, quoi. Qu'est-ce que c'est la relation qu'on entretient avec eux? Enfin, qu'est-ce qu'on leur demande? Parce que moi, du coup, de l'interprétation, je suis prêt à beaucoup de choses, mais il faut les conditions, sinon c'est pas cool, quoi. Donc ça, je trouve que c'est un drôle de métier où on a du mal à se déplacer. Parce que si on se déplace dans l'interprétation, tout le monde te dit « Tu vas bien, Daniel ?» avec un doute comme ça. Alors que moi, je trouve que c'était extra de refaire l'interprète pour d'autres gens. Voilà. Je continue à trouver ça super. Bah, pardon, je vous pique du boulot, hein, mais... Du coup, ça pose aussi cette question, parce que dans la durée de tout votre parcours et vos pièces, tous les deux, ce qui n'est pas toujours le cas, vous êtes toujours aussi à certains moments au plateau, ou à certains moments pas. Alors ça peut être dans vos pièces, et comme tu dis aussi pour d'autres personnes. Je crois que tu as... Moi, toujours. Je suis toujours sur le... Et c'est... Voilà. Et c'est des besoins ou des... Qu'est-ce que ça fait? Ce double rôle du dedans ou dehors, peut être partagé de manière très différente aussi. Moi j'aime bien, mais de toute façon c'était comme ça parce que j'ai fait ce métier, je pense, surtout pour être sur le plateau. Donc, je me suis toujours débrouillé pour y être. Après, la perception qu'on a du travail de l'intérieur, ben, je pense qu'elle est particulière, mais moi elle me convient. Bon, ça m'est toujours arrivé un peu de faire le chorégraphe, d'aller voir un peu, dire ah ouais, mais tout.
dans l'un. Mais enfin, c'est pas l'essentiel. Pour moi, c'est plutôt d'être là, sur le plateau, de sentir ce qui se passe, les équilibres, les densités, voilà. Puis c'est surtout le plaisir, voilà, j'ai l'impression d'être vivant. On a parlé de complexité, du changement de statut. Je me rends compte que c'est plus confortable effectivement de changer de statut sous l'aile bienveillante de gens qui font la mise en scène ou des chorégraphes, parce que c'est plus facile. Moi jamais j'aurais, si j'ai essayé mais ça n'a pas du tout marché, de faire des projets qui étaient des projets typiquement de théâtre par exemple, et que je n'ai pas réussi à les monter, mais je trouve que c'est très confortable de faire d'autres choses avec des gens qui prennent la charge du regard extérieur, parce que c'est très libre au fond de leur faire confiance. En fait, quand je sais que c'est Gloria Perez qui m'a demandé de jouer ce texte de Genet, au début je lui ai dit écoute, pour ta blague, tu me rappelles dans quelques temps quand on boira un thé, mais je ne la croyais pas. Enfin, je ne me croyais pas possible dans ce travail-là. Et puis je me suis rendu compte aussi que je me refusais des choses, donc j'ai accepté. Et ça c'est quand même un truc incroyable dans mon métier, d'avoir des propositions qui nous permettent de nous déplacer énormément sur la chaîne. Après moi, être au plateau ou pas être au plateau, ça dépend des projets et ça dépend aussi beaucoup de comment la chose se construit. Je sais pas, il y a des moments donnés où c'est bien d'y être, et puis à des moments donnés c'est bien de regarder. C'est un peu flippant d'être dehors, surtout. C'est pas très agréable, il y a une espèce de transpiration symbolique qui se passe quand on regarde le spectacle avec les gens et qu'on sent tout bouger, tout ça. Puis on voit surtout ce qui ne va pas. Mais ça peut être aussi... Je sais pas, moi je me rappelle de mon directeur technique qui s'était cassé une côte pour un spectacle, et puis il n'y avait personne pour la lumière, et puis c'est moi qui fais la régie. Et il y a le goutte comme ça qui te coule là, sur le dos, puis tu sais que tu fais go comme ça. Et il ne faut pas que tu appuies 2 fois parce que sinon ça fait go back. Et là c'est le minimalisme là, du geste, il est impressionnant. Et là tu rêves d'avoir fait du yoga pendant 10 ans, tu n'as pas fait. Mais bon, on a plein de... Il y a des métiers, mais par exemple regarder un spectacle depuis la coulisse, je pense à des trucs de Valère Marina que je regardais de la coulisse parce que j'arrivais après 2h30 de spectacle pour faire juste un geste de minute. C'était super de voir comme un petit enfant, d'être backstage. Et ça, je trouve que c'était merveilleux, c'était très beau. C'est une impression qu'on a de moins en moins maintenant, mais c'est aussi une sensation presque physique de participer tout en étant... Et à ce sujet, moi j'ai adoré par exemple la figuration. J'ai fait beaucoup de figuration. Au début, pour avoir mon statut d'intermittent, je faisais beaucoup de figuration à Paris au cinéma et aussi à l'opéra. Et j'adorais ça, vraiment être sur le plateau et puis avec ces gens qui chantaient d'une manière incroyable, des choristes. Et d'ailleurs, un jour Daniel m'a invité il faisait la chorégraphie de l'opéra à Lyon, et puis il m'a demandé de travailler avec eux. C'était merveilleux aussi. C'est-à-dire d'être à la fois dans les choses et avec une position, en tout cas à certains moments, relativement confortable. Et sentir autour de soi ces énergies et puis ces voix qui sortent comme ça. Ouais, moi j'ai adoré ça aussi. J'ai adoré aussi être spectateur, c'est autre chose, mais voilà, il y a quelque chose de très fort dans et c'est pas de l'ordre du besoin d'être vu ou d'être regardé, c'est plutôt d'être dans une espèce d'énergie qui circule et qui est très particulière. À l'opéra. À l'opéra, sur les plateaux en général. Donc on peut reprendre ce rapport au texte, parce qu'on dit souvent que les chorégraphes aussi ont beaucoup de production, de rapport au texte différents, pour les matériaux, pour la manière dont vous pouvez aussi travailler, réfléchir et tout. Et je voulais juste pour vous confier le texte que je vous ai donné, qui est un clin d'œil à une ancienne pièce, qui est un extrait du Savon, d'un poème de Francis Ponge, et de voir un petit peu de quelle manière vous entrez dans le texte et vous le lisez, pour inverser un petit peu les choses. Punaise.
Je n'ai pas prévu, je crois que c'était Georges qui disait. Ben oui, c'est Georges. Ah, c'est Là, bien. tu le voulais le texte. Oui, mais je suis content de voir le texte. Alors donc Francis Ponge, moi c'est un poète que j'adore, j'aime beaucoup, ça m'a beaucoup apporté et ça m'a beaucoup aidé par rapport au travail de lire Francis Ponge. Et dans un spectacle que j'ai fait qui s'appelait Basta, donc il y a presque au début, il y avait pas mal de textes qui venaient d'un recueil qui s'appelle Le parti pris des choses. Et c'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais par exemple le savon, voilà, écrire un poème sur un savon, et il prend un savon comme ça, il le regarde, et puis c'est comme si c'était le monde, comme si c'était le monde entier. Et voilà, bon, enfin, voilà, le savon. Si je m'en frotte les mains, le savon écume, jubile. Plus il les rend complaisantes, souples, liantes, ductiles, plus il bave, plus sa rage devient volumineuse et nacrée. Pierre magique. Plus il forme avec l'air et l'eau des grappes explosives de raisins parfumés, l'eau, l'air et le savon se chevauchent, jouent, à saute-mouton, forment des combinaisons moins chimiques que physiques, gymnastiques, acrobatiques, rhétoriques. Il y a beaucoup à dire à propos du savon, exactement tout ce qu'il raconte de lui-même jusqu'à la disparition complète, épuisement du sujet. Voilà l'objet même qui me convient. Le savon a beaucoup à dire, qu'il le dise avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de le dire, il n'existe plus. Et on peut dire que ça parle aussi quelque part un peu de danse. J'ai pas pensé, mais oui, ça parle de mouvement, en tout cas, ça parle de quelque chose qui se transforme, qui vit, qui parle. Et toi, ça t'évoque. Non, moi je ne me permettrai pas de lire des Georges, c'est pas possible. Mais peut-être je trouve dans ça la convocation de la légère, du léger déplacement des statuts. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du mouvement quotidien qui pourrait doucement glisser vers un statut un peu sacré, comme ça, un peu de la perception. Là, ce qu'il fait avec un objet, c'est qu'il va lui redonner un statut, en tout cas pour nous comme observateurs. Donc quand vous rentrerez ce soir, vous verrez différemment votre savonnette. C'est-à-dire qu'il y a une manière de déplacer, et peut-être que ça c'est l'essence même de la poésie, qui est de convoquer quelque chose qui n'est pas convoqué habituellement. C'est-à-dire qui te remet dans une poésie intime, dans une chose qui relie à soi. C'est ça que, en t'entendant, je me disais, finalement, c'est une manière presque normale de parler de quelque chose, et en fait, ça ne l'est absolument pas. Et moi, je vous souhaite que toutes vos vies soient comme ça, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pas du tout qu'on en reste à ce qu'on nous raconte de nos vies. C'est justement cet aspect complètement... c'est comme un cadeau qu'on se fait, finalement, d'être un tout petit peu dans cette... je sais pas, quelque chose qui va dévier de l'attendu. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose comme ça de très... En tout cas, moi, c'est une raison qui me pousse à faire ce boulot. Voilà. Et puis le rapport qu'il a avec les choses dont il parle, c'est quelque chose qui est très répandu dans l'art contemporain, c'est-à-dire regarder l'objet différemment, évidemment du chant, mais c'est pas seulement du chant, c'est déplacer, tu parlais de déplacement, en effet, c'est déplacer un objet. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ça sonne, quoi. Dans le spectacle, il y a un moment où Alessandro dit, en parlant de la danse de Mélanie, il dit ça sonne. Alors c'est paradoxal, mais parce que il n'y a pas de son. Mais... Si. Voilà, c'est ça, ça sonne. Si on écoute Ponge, les consonnes, la syntaxe, le son des mots, ça sonne vraiment. C'est pour ça que c'est un grand plaisir à lire. C'est difficile à lire, mais c'est très agréable. Donc là, le son est dans le sens, et la musique est dans les mots. Et voilà, c'est bon, voilà, peut-être
qui m'intéressait aussi de pouvoir terminer, c'était d'arriver à ce travail sur le poétique, parce que pour moi, vous êtes deux chorégraphes avec un sens du geste extrêmement poétique. Et voilà. Politique, tu as dit ça. Poétique. Politique. Poétique. Politique. Voilà. Et je trouve que ça donne un petit peu une idée, j'espère en tout cas, de tout ça.